Donc moi je m'appelle Tiffany Gigabel, je suis chargée de communication à l'association Totimobi et je suis directrice d'une agence de design à Paris. Je vous propose de développer le sujet de la transformation de l'hôtel de région de Rhône-Alpes, qui a été un projet lancé en 2005 et qui a pour objectif de vraiment transformer cet hôtel de région pour le rendre plus accessible à tous, autant pour finalement les usagers que pour les agents qui sont 1500, si je ne me trompe pas, à travailler à l'intérieur. Alors pour ça, nous avons monsieur Gilbert Vianès, qui est donc directeur du projet Confluence à la région Rhône-Alpes. Il devait y avoir monsieur Dominique Rongione, qui est conseiller du président pour les personnes handicapées à la région Rhône-Alpes et qui a eu un empêchement de transport, hélas, et donc il ne pourra pas intervenir. Mais je crois qu'on a une petite vidéo de lui. Et monsieur Régis Herbin, qui est directeur du CRIDEV, le centre de recherche sur l'intégration des différences dans les espaces de vie, et qui va pouvoir nous parler et développer la haute qualité d'usage. Bien, bonjour messieurs, dames. Tout d'abord, donc, je voulais préciser, donc, en tant que directeur projet, je ferai également un peu porte-parole aussi pour monsieur Dominique Rongione, qui n'a malheureusement pas pu venir. Donc effectivement, et puis pour vous développer donc l'émergence donc d'un projet d'amélioration donc d'accessibilité, ne serait-ce que dans un bâtiment, je voudrais d'abord évoquer la question donc de la politique régionale. En fait, en termes de handicap. Donc, vous savez, la compétence principale concernant le handicap n'est bien sûr pas celle de la région, mais d'un autre côté, la région, donc, comme toutes les collectivités territoriales, donc, a hérité de compétences, des compétences décentralisées, pardon, donc qui sont des compétences relatives à l'aménagement du territoire, à des actions économiques, des actions relatives à la construction et à l'investissement sur les lycées, les transports de type TER, et puis tout ce qui est relatif à l'enseignement et à la formation, donc tout au long de la vie. Donc effectivement, donc la région Rhône-Alpes a bien reçu, comme tout le monde, donc en 2005, donc la teneur de la loi du 11 février 2005 et tenait à s'en emparer de manière à pouvoir donc impulser dans chacune de ses politiques, dans chacune de ses actions, donc quelque chose qui soit relatif donc à l'égalité des chances. Donc une politique d'égalité des chances, donc déclinée au sein de chacune de ses compétences. Donc ça va très loin, puisque ça concerne bien sûr toutes les questions donc d'accessibilité à l'enseignement, de la qualité même des enseignements, de la rénovation de tout le patrimoine immobilier et de tout son entretien, ainsi que sa création bien sûr, et puis tout ce qui concerne également les actions et les aides, la conditionnalité qu'on puisse donner donc aux actions que réalisent les personnes que finance la région au final. Donc pour ça, il faut une volonté politique assez forte, parce qu'effectivement, donc la question d'égalité des chances, c'est une question qui a émergé et qui fait son chemin et qui, fort heureusement, donc, commence à avoir vraiment un impact fort donc, sur la prise en compte que tout le monde puisse en avoir. Et donc effectivement, donc, égalité des chances pour nous, ça supposait une implication du politique. Donc très, très spontanément, donc la région a voté donc dès 2007, donc après avoir pris la décision en 2006, donc de voir comment elle allait appliquer les différents éléments donc de l'égalité des chances. Donc a pris une décision de préparer un plan d'action qu'elle a voté en 2007 et qu'elle a décliné sur l'ensemble de ses politiques. Donc moi, ici présent, en tant que représentant de la région, je suis principalement venu pour parler de l'axe qui concerne la région maître d'ouvrage, donc la région qui réalise des investissements pour son immobilier, pour son patrimoine, et qui donc le réalise dans un cadre d'égalité des chances dont l'un des principaux enjeux est l'accessibilité. Donc voilà à peu près le positionnement donc de la région et du projet donc, que je présente. Donc le projet qui est donc effectivement envisagé au titre de la haute qualité d'usage, donc c'est un projet donc immobilier, puisque la région donc en tant que collectivité territoriale donc accueille bien sûr ses assemblées, donc tout ce qui est le vote, les préparations des votes, etc. Donc un espace public d'une 15 000 mètres carrés à peu près. Elle a également donc toute une partie d'administration, donc 1500 agents au siège, seulement au siège. Après, il y a tous les agents des lycées. Et donc cette action donc d'administration donc suppose un accueil aussi bien de public que de travailleurs
pouvant souffrir de handicaps très variés. Donc effectivement, donc la région, en tant que maître d'ouvrage, a décidé donc d'appliquer son plan, et la déclinaison donc de cette qualité d'usage, de cette égalité des chances telle qu'on voulait la réaliser sur le patrimoine immobilier, donc est passée par une notion donc de haute qualité d'usage qui va vous être développée également dans le cadre de la présente conférence. Donc voilà le principe de base. Après, donc, je voulais insister également sur le rôle des élus dans l'affaire, parce qu'effectivement, décider donc d'aller au-devant de l'usager, de devancer les problématiques qu'il puisse y avoir, les difficultés qu'il puisse y avoir par rapport à la différence, c'est quelque chose qui est pas très facile donc à décliner vis-à-vis des prestataires, vis-à-vis des constructeurs, etc., parce que c'est pas encore tout à fait rentrer dans les mœurs, hein, effectivement. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais faire? Donc beaucoup de méconnaissances, parfois un peu d'indifférence. Et donc l'idée, c'est vraiment d'impulser dans tout l'acte de construire, dans toutes les maîtrises d'ouvrage, donc ce qui permet d'aller au plus loin. Donc pour cette volonté, donc nous avons une politique de la ville, notamment, donc qui recouvre qui chapeaute toute la question des maîtrises d'ouvrage, et donc représentée par Marie-Odile Novelli, qui dans la région Rhône-Alpes, donc est la vice-présidente en charge donc de la politique donc de la ville et de l'égalité des chances. Et donc principalement, donc on va vous parler de ce nouveau siège. Alors contrairement à ce que vous disiez, il ne s'agit pas d'une rénovation, mais il s'agit bien d'une construction neuve et de toute sa déclinaison donc dans tous les espaces visitables et habitables qu'on puisse y trouver. Je laisse peut-être continuer. Ben, merci. Donc bonjour à tous. Alors avant en fait de vous présenter le diaporama, comme Dominique Rongione n'a pas pu venir, il faut quand même savoir que c'est une personne qui est en fauteuil, que c'est pour des problèmes de difficultés de transport qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui, qu'il est furieux de ne pas être là, qu'il s'excuse beaucoup. Mais du coup, vu son absence, je vais vous présenter un petit bout de film dans lequel on présente la qualité d'usage et dont il intervient. Donc je vais essayer de faire la manœuvre. Oui, donc effectivement, donc le processus de haute qualité d'usage là qui vient d'être défini, donc est un processus qui a été appliqué donc sur le nouveau siège. Donc en tant que maître d'ouvrage à la source, hein, je dirais la collectivité demande donc un certain nombre de capacités d'accueil donc dans son immeuble. À l'époque, hein, je le précise, nous étions donc en juillet 2005. Juillet 2005, la loi venait d'être à peine votée et le décret qui est sorti ensuite donc est sorti plus tardivement. Donc effectivement, pour nous, l'enjeu, ça a été de dire comment un message donc législatif qui en plus de ça donc a le mérite d'être altruiste et qui permette donc d'épouser toutes les différences qu'on puisse rencontrer, pourrait s'appliquer au plus vite donc dans une chaîne de production immobilière qui elle par contre a un cycle très long. Hein, donc du coup, la problématique ici, ça a été de trouver très rapidement, donc avec le bureau d'études CRIDEV et ses associés, donc sur l'opération, donc les Robins des Villes, donc un processus à la fois participatif, hein, donc qui permette de reconstituer une boucle de demande de la part des usagers extérieurs, mais dans le cas précis de la région, donc il y a également un cadre interne qui est celui des référents handicap, donc toutes les personnes représentants du personnel donc qui promeuvent l'accès donc dans les directions donc de personnes qui pourraient avoir des handicaps, et donc de trouver une synthèse de tout ça et de pouvoir l'exprimer au plus vite donc dans la chaîne de production de l'immeuble de manière à pouvoir intégrer de la manière la plus efficace possible cette haute qualité d'usage qui maintenant donc est en phase donc d'analyse hein, de qualité perçue et qui va repartir donc sur un cycle donc de production d'une qualité en amélioration. Voilà, donc je vais vous présenter la démarche un petit peu plus détaillée qui montre un peu à partir de la réflexion à partir de laquelle nous sommes appuyés. Donc déjà en amont c'est par rapport aux professionnels, quand on rencontre, quand on entend effectivement ce genre de réflexion, hein, quelle est cette législation qui handicape notre créativité, on se pose un certain nombre de questions. Et cette phrase ayant été dite par une star de l'architecture, dont je tairai le nom, mais pose quand même le problème de la réalité aujourd'hui, de la prise en compte au niveau des professionnels. Surtout qu'aujourd'hui, quand vous dites le mot accessibilité, très souvent derrière, les gens voient immédiatement le mot handicap. Derrière ce mot handicap, ils voient essentiellement la personne en fauteuil roulant. Et derrière ça, bien sûr, c'est les contraintes, tout le côté négatif de l'approche. Et c'est cette approche-là que l'on a voulu changer pour aller au-delà
et arrêter effectivement de parler en des termes qui font passer des doubles messages, et en particulier un message négatif. Pour nous, et la région qui développe avec nous cette démarche, c'est important de considérer aujourd'hui que la personne âgée ou la personne handicapée ne sont pas des gens qui nous amènent un problème supplémentaire dans l'architecture. C'est simplement le révélateur, je dirais même plus, l'amplificateur des besoins et des problèmes de tout le monde. Si les personnes handicapées ont une difficulté aujourd'hui, c'est tout simplement parce que l'architecture, l'urbanisme, le design dans lequel on évolue, etc., n'a pas pris en compte suffisamment la qualité d'usage de chacun. Et en particulier, n'a pas intégré ces objets, cette architecture et cet urbanisme en prenant en compte les différences de chacun, ces différences, qu'elles soient physiques, sensorielles, intellectuelles, qu'elles soient culturelles ou d'âge. Toutes ces différences-là sont en fait une richesse. Pour nous, c'est une opportunité. Et dans ce projet de la construction de l'hôtel de région, c'était vraiment une opportunité de voir comment un projet de cette ampleur peut être pris en compte vraiment en se centrant sur les usagers, c'est-à-dire sur les êtres qui sont à l'intérieur, et que ce ne soit pas simplement un beau projet technique et architectural, dans le sens où les professionnels disent architectural, ça veut dire essentiellement esthétique. Et on vous donnera quelques anecdotes qui vont vous montrer comment c'est. Donc déjà, on parle presque plus d'accessibilité. Pendant tout le long du projet, pour être mieux entendu de la part des professionnels et des entreprises qui étaient sur place aussi, c'était de parler plus de convenance. Accessibilité, c'est certes l'espace auquel tous les usagers doivent avoir accès, mais il s'est trop vu aujourd'hui dans un processus de réparation. L'enjeu, c'était de se placer volontairement et résolument dans un processus de prévention, pour être tout de suite dans une démarche positive. Et le terme de convenance qu'on utilise maintenant dans la démarche est celui qui est important. Sa traduction dans le dictionnaire est simple, c'est la qualité de ce qui est conforme aux usages. Je ne vois pas pourquoi, ayant cette définition dans la langue française, on ne l'utilise pas plus que ça. Dans le tourisme, les gens ont utilisé le terme de convenance, excusez mon accent pour ceux qui parlent parfaitement l'anglais, parce que, c'est comme ça, un produit touristique qui correspond à la demande des usagers, on parlait de convenience. Donc c'est ce terme qu'on utilisait après, mais quand on a regardé dans le dictionnaire que convenance, c'était cette définition, on a gardé... C'est ça. L'avantage, c'est que en français et en anglais, ça correspond à peu près au même terme. Donc, l'important, c'était de faire prendre conscience à tous les professionnels dans ce projet que nous ne devons plus travailler sur des normes centrées essentiellement sur l'homme idéal. Désolé pour les dames, c'est pas la femme qui est un modèle, c'est l'homme en architecture, le modular, le manpower, etc. C'est l'homme d'1m80, 90 kilos, enfin 80 et quelques kilos plutôt. Je commence à confondre avec moi maintenant, mais c'est-à-dire celui qui a tout pour lui, quoi, qui doit être surtout riche, intelligent, enfin qui a tout. Mais dès qu'on n'est pas comme ça, qu'on est un peu plus grand, un peu plus gros, un peu plus petit, avec un peu moins de souplesse, etc., on est mis en difficulté, voire si on est handicapé, exclu de certains usages. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Et puis le grand problème, c'est que en 1975, mea culpa puisque j'y ai participé, on a fait une erreur fondamentale en matière d'accessibilité. C'est qu'on a dit que, puisque le modular, le manpower, etc., l'homme idéal pose problème aux usagers, qui sont différents, on va changer le modular. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ce sera non plus quelqu'un qui est debout, valide, etc., mais quelqu'un qui est assis, un modular assis dans un fauteuil roulant. Et c'est comme ça qu'on a vu petit à petit les personnes âgées se plaindre parce que on descendait les choses un peu trop bas, les personnes de petite taille qui ne peuvent plus aller dans les toilettes, dans les restaurants, etc., parce que tous les toilettes sont surélevées pour pouvoir faciliter les transferts des personnes en fauteuil. C'est comme ça que les personnes âgées chutent dans les trottoirs, dans les plans inclinés qu'on met en place trop fort pour elles, qui perdent l'équilibre, etc. Donc, on a dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et c'est ce genre de choses qu'on ne voulait pas dans ce projet. C'est-à-dire qu'on intègre bien sur l'ensemble des besoins de tout le monde, donc d'arrêter aussi de travailler sur des modules, sur des standards, parce que même si c'est un standard d'une personne en fauteuil roulant, ça n'est pas le représentant, ça n'est pas la norme de l'ensemble des usagers. Donc,
pour nous, l'homme standard n'existe pas plus que la femme standard, et qu'il faut aller au-delà de ça. Et c'est plutôt les besoins de toutes, c'est-à-dire les besoins extrêmes de toutes les gens, quelles que soient leurs différences, qui deviennent notre référence. C'est-à-dire que si on a satisfait dans chacun des points aux besoins de chaque différence, on aura résolu le problème pour l'ensemble. Sans compter que avec l'âge, ça peut évoluer. Hein. Même si on a été un standard, un modèle en pleine force de l'âge, quand on est gamin ou en prenant de l'âge, la situation de handicap accélère également. On sait qu'aujourd'hui, statistiquement, on est plus d'une personne sur deux à être touchée par le problème. Donc, l'enjeu de mettre en place cette démarche HQU. Je vais passer ça un petit peu vite. Donc, ce qui était important dans ce projet, c'était d'arrêter les processus classiques de gestion d'un projet d'architecture. Aujourd'hui, la plupart des projets sont conçus de façon linéaire, c'est-à-dire on fait un certain programme de l'objet que l'on va construire. Ensuite, il y a la phase de conception. Le programme va être fait par le maître d'ouvrage. La phase de conception prise en charge par la maîtrise d'œuvre. On va aboutir à un projet virtuel à ce niveau-là, et ensuite on va le transférer pour sa fabrication auprès des entreprises. Et puis on va faire une réception. Les réceptions qui sont souvent faites strictement sous 3 grands critères. Économique, bien sûr, est-ce qu'on a respecté les prix prévus. Technique, est-ce qu'on a bien techniquement réalisé la chose. Et esthétique. La réception de la qualité d'usage, aujourd'hui, ne se fait pas, n'est pas du tout obligatoire dans les processus classiques d'aménagement. L'enjeu ici, c'était de changer ce processus et donc de passer à un cycle de production. Dans ce cycle, de réintroduire ce qu'on appelle, nous, la maîtrise d'usage, comme ça vous a été expliqué dans le petit film qui a précédé. La maîtrise d'usage, c'est simplement la représentation des usagers. Pour ça, et c'est pour ça qu'on travaillait avec un autre bureau d'études associatif tel que Robin des Villes, qui sont spécialisés dans la participation et l'animation des usagers au niveau d'une ville, mais aussi là, dans ce cas-là, au niveau d'un projet comme celui-ci. Donc l'enjeu, on a constitué des groupes d'usagers. Alors 2 groupes essentiels. Un groupe qui était les usagers visiteurs, c'est-à-dire le citoyen utilisateur de l'espace de l'hôtel de région, entre autres, et les représentants des agents qui vont, eux, travailler dans l'établissement. C'est ce qu'on appelait les groupes métiers au sein de l'établissement. Ces 2 groupes ont été réunis dans plusieurs rencontres dans lesquelles on les aidait à exprimer leurs besoins pour qu'on puisse vraiment dire quels étaient, en termes d'usage, ce qui était nécessaire à chacun, en sachant que les usages des uns pouvaient être contradictoires avec les autres. Petit exemple, le personnel d'entretien voulait des sols parfaitement lisses, ultra glissants pour pouvoir nettoyer très facilement. Et bien sûr, les usagers à l'équilibre précaire ou personnes âgées, etc., eux demandaient au contraire un sol antidérapant, stable, etc. Et tout. Donc il faut trouver quelque chose d'intermédiaire. Et puis l'architecte, lui, de son côté, avait envie d'un sol qui brille bien, quoi, qui soit quelque chose de très classe, hein, qui porte des valeurs luxueuses en lui-même. Donc, rien qu'un travail comme ça, on a fait des échantillons, on les a testés, marché dessus, etc., pour arriver finalement à un sol qui, tout en étant antidérapant, présente quand même une qualité de finition. C'est un béton ciré qui a dû être retravaillé, parce que les premiers bétons cirés qu'on avait étaient trop glissants, ne fonctionnaient pas. Donc, voilà comment la maîtrise d'usage a été constituée. Et tout au long du projet, on s'est assuré à ce que les usagers soient non seulement informés de ce qui se faisait, mais puissent réagir aux différentes propositions. Hein, et le processus continue, en sachant que le processus va continuer. Et la mission que la région nous a confiée sur cet ouvrage ne s'arrête pas à la réception de chantier, comme la plupart des projets. Les professionnels arrêtent leur mission à la livraison, hein, avec la période de levée de réserve, bien sûr, qui suit. Mais notre mission va jusqu'à l'appropriation par les usagers. C'est-à-dire qu'on va travailler sur ce que vous avez vu avant et qui est appelé la qualité perçue, hein, comment les usagers perçoivent cet espace pour éventuellement les reprendre et corriger.
Donc dans ce cycle, vous avez la maîtrise d'usage au départ, ensuite bien sûr classiquement la maîtrise d'ouvrage qui fera sa phase de programmation, la conception et la réalisation. Dans la réalisation, nous tenons à ce qu'on ne parle plus de simples exécutants. Pour nous, les entreprises et les artisans qui étaient sur ce chantier ne devaient pas être considérés comme de simples exécutants de l'ordre venu d'en dessus de la maîtrise d'œuvre. C'est pour ça qu'on les appelle les maîtres d'exécution. Je rappelle qu'au Moyen-Âge, on parlait de maître artisan, maître charpentier, maître maçon, mais que depuis, petit à petit, on a régressé leur position, fait régresser leur position et en les transformant en simples exécutants, ce qui est une hérésie par rapport à l'accessibilité. On a donc eu cette phase aussi, dans tout le processus de formation des entreprises qui sont intervenues pour leur expliquer les enjeux. Et c'est là où ça a été effectivement intéressant, mais on pourra en parler après si vous voulez, de voir comment ils se sont sentis très mobilisés et très intéressés du fait qu'on leur expliquait vraiment à quoi servir. Alors, ils savent bien à quoi servent un plombier, c'est à quoi servent les tuyaux qu'il va mettre en place. Mais quel est l'enjeu de la robinetterie qu'il va choisir, etc. Et pourquoi les choses sont choisies de telle façon. Ce qui fait que du coup, on arrive à une mise en œuvre qui est suivie très différemment par les entreprises. Bon, dans le processus de participation, on va passer accéléré. Je vais passer sur des schémas importants. Des schémas aussi qui ont été forts au niveau concept. C'est toute cette complémentarité qu'il doit y avoir entre cette haute qualité d'usage, donc la HQU, et les autres grands H, comme on dit, qui sont les trois autres piliers, enfin les trois piliers dans ensemble du développement durable, c'est-à-dire la HQE, haute qualité environnementale, et la HQS, qui va être la haute qualité de service. Alors déjà, le parallèle entre HQU et HQE. C'est important de dire qu'aujourd'hui, tout le monde fait facilement de la HQE, de la haute qualité environnementale. Ça passe de façon très positive chez les professionnels, alors que la HQU passe, comme je dis, l'accessibilité est perçue de façon très négative. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en matière d'environnement, on a centré vraiment cette approche de la HQE sur le positif. Plus en particulier les économies d'énergie faites derrière. Les gens voient tout de suite l'aspect positif de la chose. En matière de HQU, alors qu'il y a effectivement directement une rentabilité quand on fait un projet de ce genre, dans tous les projets qu'on a pu faire, il y a un réel retour sur investissement. Mais ce sont vraiment deux aspects parallèles. Je dirais en gros, la HQE, c'est comment je place le cadre bâti dans son environnement, comment je respecte toutes les différences de l'environnement et comment j'utilise ces richesses de la différence pour améliorer la qualité du cadre bâti. Avec la HQU, c'est exactement la même démarche, mais vue du côté de l'usager. C'est comment je place l'usager au cœur du mécanisme, comment je respecte sa différence et comment j'utilise sa différence pour améliorer la qualité du cadre bâti. Quand je parle de la richesse de la différence, je dirais toujours, quand on travaille, nous, avec une personne aveugle, on ne travaille pas avec la personne qui ne voit pas clair. Ça ne nous intéresse pas, quelque part. C'est un problème de médecin, ce n'est pas nous qui allons améliorer sa cécité. Par contre, on travaille avec un expert en acoustique, un expert en tactile, un expert en podotactile, quelqu'un qui, grâce, entre guillemets, à sa déficience, grâce à son handicap, a développé toute une compétence et toute une expertise avec laquelle il peut nous apporter énormément. Et c'est cette richesse-là qu'on a voulu développer en travaillant avec ces groupes de maîtrise d'usage. On va terminer, puis après on va renvoyer le service à la salle. Donc quand je parlais aussi du troisième pilier qui était la HQS, la haute qualité de service, il est important, on sait très bien que même dans le neuf, on n'allait pas atteindre l'idéal. Il y a des contraintes. En plus, comme Gilbert Vianès l'a dit tout à l'heure, c'est un projet quand même qui était lancé. L'idéal pour mettre en place une démarche haute qualité d'usage est d'intervenir très en amont. Mais bon, la région a pris en main et on s'est précipité sur ce dossier qui était en cours. L'architecte étant déjà choisi, finalement, notre mission a eu une part, tout en s'appuyant avec les usagers pour mieux parler, faire mieux passer la parole, on avait quand même une part de discussion avec l'architecte pour lui faire changer son projet. Alors que si on avait été suffisamment en amont, il aurait eu à suivre les directives qu'on lui donnait et on n'aurait pas eu tous ces problèmes.
On va par quelques images, vous montrer comment ça s'est fait. Donc on sait très bien qu'on n'obtiendra pas l'idéal partout, et que l'enjeu, c'est cette complémentarité entre le service et l'architecture, par exemple. Ce que nous n'arriverons pas à faire passer en matière d'architecture, si on ne peut pas répondre à tout en matière d'architecture, et pour toutes les catégories, il va falloir mettre en complément le service. Petit exemple, pour les ascenseurs, qui étaient déjà, au moment où on est intervenu, lancés dans les marchés et tout, puis vu le nombre d'ascenseurs, c'était quand même pas évident. On a quand même, et vous verrez, l'ascenseur, on a quand même fait un niveau d'accessibilité extrêmement développé et nettement supérieur à ce qui est dans la norme aujourd'hui et dans la législation. Mais on voulait une double rangée de commandes pour les personnes tétraplégiques, entre autres, qui peuvent poser leurs mains sur une main courante et avoir la main qui glisse à même hauteur pour appuyer sur certains boutons, mais qui n'est pas la même disposition pour les autres types d'usagers, qui, pour en particulier les gens avec des problèmes de repérage, d'orientation, doivent avoir des séries de boutons verticaux et qui correspondent à la géographie du déplacement de l'ascenseur. Donc ça, on a dû y renoncer, pour des raisons économiques essentiellement, mais est mis en place un service d'accompagnement pour ces personnes-là, quand dans certains éléments précis, il y a toujours une complémentarité au niveau du service. Donc l'enjeu, c'est de ne pas se centrer simplement... Et puis, la grande aussi approche de la démarche, c'était par rapport au projet habituel où on est trop centré sur l'image des projets, sur la volumétrie, c'est-à-dire tous les techniciens s'organisent sur la matière, sur ce qui se construit, sur ce qu'on appelle le contenant. Or, l'enjeu, ce qui nous intéresse, nous, en matière d'accessibilité, c'est pas les murs, c'est pas le sol, c'est pas les plafonds, etc. Ça, c'est les enveloppes, c'est ce qui porte les barrières architecturales. C'est ce qui porte l'inaccessibilité. L'enjeu pour nous, c'était de travailler sur l'espace de vie à l'intérieur. C'est-à-dire, pour nous, ce qui se vit dans une pièce, c'est les espaces libres. C'est les espaces de liberté générés par les murs et par les sols et les plafonds, etc. Donc, c'est sur le contenu. Et c'est sur cette architecture de l'invisible qu'on a beaucoup travaillé, et qui est une dimension et une approche extrêmement subtile, avec lequel il est très difficile de travailler avec les professionnels, surtout qu'ils ont des a priori très forts. Comme on dit, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas, et quand on vous dit « Ah oui, mais sur le plan architectural, ça ne passe pas », il faut rentrer et revenir toujours à ce contenu, à cette architecture de l'invisible. Donc pour ça, nous n'avons pas sur ce projet travaillé par rapport aux différents types de handicap. Pour nous, les personnes handicapées étaient présentes pour exprimer les besoins, etc. et tout. Mais ensuite, avec les professionnels, on a cette phase de traduction, un peu, comme il avait été dit dans le premier film, où on traduit tous les besoins de l'usager en termes de niveau de convenance, c'est-à-dire en exigence qualitative, en termes de motricité, de perception, de psyché, de prévenance, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour ça, il y a des formations et on vous y est invité. Mais un petit exemple sur la sécurité, par exemple. Pour nous, il n'était pas simplement question d'examiner est-ce que les gens sont en sécurité, c'est-à-dire est-ce que tous les règlements de sécurité sont bien appliqués, comment ils sont adaptés, etc. et tout. C'était de travailler sur est-ce que les gens se sentent en sécurité. Pour l'usager, c'est ça l'enjeu, c'est de se sentir en sécurité. Par exemple, d'éviter tous les recoins qui ne sont pas suffisamment éclairés, où quelqu'un pourrait être caché alors qu'il se protège simplement d'un courant d'air ou du passage, etc., mais qui pourrait être du coup psychiquement perçu par quelqu'un comme quelqu'un de potentiellement agressif, tout simplement parce que la forme architecturale le place dans une situation où il est mal perçu. Donc vous voyez qu'on travaille à des notions très différentes. On avait déjà fait l'analyse du Louvre au niveau qualité d'usage. On avait trouvé que dans les sous-sols du Louvre, 42% des visiteurs ne se sentaient pas en sécurité. Alors quand on a dit ça, bien sûr, les pompiers, les premières choses, c'était de dire « mais c'est impossible, on fait des essais tous les 3 ans, ça marche très bien, tout le monde évacue correctement, il n'y a aucun problème, etc. Vous vous fichez de nous. » Bon, sinon, mais nous, c'est la réalité, les gens s'expriment comme ça. Et quand on regardait dans le détail, pourquoi ? Parce que toutes les issues de secours sont camouflées dans les murs pour ne pas gêner à l'esthétique des œuvres. Donc on ne montre pas les issues de secours, il y a juste une petite loupiote dans un coin, mais les portes sont cachées, intégrées dans les murs. Et puis dans les sous-sols, il faut imaginer que le parcours, il va y avoir des cheminements, que les pavés de la ville vont se soulever par des vérins et que des escaliers vont pouvoir jaillir à l'extérieur. Personne n'imagine dans les visiteurs qu'il y a ce genre d'installation mis en place pour eux. Même les architectes du Louvre, certains ne connaissaient pas tout le système. Donc
je peux vous dire que les gens sont loin d'imaginer. Donc eux ne se sentent pas en sécurité, alors qu'ils le sont réellement. Donc vous voyez, c'est sur des nuances de ce genre qu'il a fallu travailler et voir. On va passer. Pour vous montrer juste la nuance, et après on va passer aux questions dans la salle, je vais vous montrer 2 photos. Alors elles ne sont pas prises sur le site, parce que nous n'avons plus ce genre d'espace non présentable, je dirais. Ça, c'est un site, c'est un hall d'accueil dans un hôpital qui a été refait. Vous voyez la qualité architecturale telle qu'on le dit classiquement. Et ce hall, il est traité en matière d'accessibilité physique, il n'a aucun problème. La banque d'accueil que vous voyez au fond, vous ne voyez pas l'abaissement pour les personnes handicapées, parce que quand même, quand on est dans cette qualité architecturale, on ne va quand même pas se permettre de mettre les personnes handicapées devant. Hein. Ils nous gênent un peu, donc on va les mettre sur le côté. Au niveau esthétique, c'est quand même mieux. Hein. Donc voilà comment ce hall a été réalisé. Mais si vous regardez bien l'ambiance que ça vous donne, n'oubliez pas que vous êtes dans un hôpital, qu'éventuellement vous venez à une campagne pour faire une piqûre. Et on commence par vous accueillir, à vous tendre un sabre devant vous. Psychiquement, c'est très mal perçu. Et si vous regardez les gens, comment ils utilisent cet espace, en réalité, ils passent tous à côté. Alors que cette bande qui est là au milieu, qui pourrait aider pour le handicap visuel, qui aurait d'ailleurs pu être, vu le prix qu'ils y ont mis avec de la lumière dedans, des fibres optiques et tout, hein, ils ont mis les moyens, ça n'a pas été une question d'économie. Hein. Ils auraient pu la faire avec une texture différente pour que podotactilement, on l'aperçoive et que ça serve aussi aux personnes aveugles pour arriver directement sur l'accueil. Non. Donc vous voyez comment, si on ne travaille pas ça en amont, donc c'est tout genre de choses qu'on a voulu éviter. Puis vous voyez qu'il y a 2 différences de sol. Un sol bien brillant, classique, où les gens qui nettoient sont très contents, puis le premier. Mais pour un hôpital, ça l'affichait mal quand même qu'après 6 mois d'ouverture, il y avait une moyenne d'une jambe cassée par quinzaine. Donc, ils ont quand même fait changer le revêtement de sol, au moins sur la partie qui était devant la porte. Donc vous voyez, c'est ça toute la subtilité qu'on a dû travailler dans ce projet et qui est très intéressante. Et si je vous montre une autre vue de ce même hall, une vue en travers, pour une personne handicapée mentale, pour une personne handicapée visuelle, on ne sait plus où est le sol, où est le plafond. La lumière, elle vient de partout. Les couleurs, c'est les mêmes à l'horizontale qu'à la verticale. On perd tous ces repères. Or, c'est parfaitement considéré. La loi, la législation va vous dire que c'est un espace accessible. Donc, vous voyez, c'est ce genre d'enjeu. Et c'est à ce genre de questions qu'on va répondre. Bon, ça, c'est le schéma qui vous a été présenté dans l'ensemble. Je vais simplement, alors, il y a le parcours d'usage, mais je vais me bloquer sur une image de la région pour pouvoir discuter. Attendez, on va revenir, puis on pourra revenir sur les images pour répondre aux questions. Mais je voudrais le hall. Le hall. Où il est ce hall? Voilà. Par exemple, là, on est au hall d'entrée, on vient de passer l'accueil. Vous avez un grand espace central avec, sur la droite, alors il paraît que j'ai un laser. Donc ici, vous avez un grand plan incliné qui descend un étage complet, qui fait 80 mètres de long. C'est une grande rue intérieure qui amène à la salle des élus, qui est là-bas, en bas. C'est cette grande salle de réunion. Alors au départ, l'architecte avait fait, pour que ce soit plus beau esthétiquement, un seul plan incliné à 4% sur toute la longueur. Déjà là, il a fallu essayer de faire passer l'idée qu'il vaudrait peut-être être mieux, passer dans ce cas-là à 5%, mais avoir des paliers de repos. Puis à côté de ces paliers de repos, on ne le voit pas sur la vue, mais c'est sur le côté. Du coup, entre 2 plantations qu'il a mis des bacs, etc., on a fait dire, dans ce cas-là, on va au lieu de laisser ça en pente pour que les gens ne soient pas en équilibre quand ils s'arrêtent, faire toute une série de petits espaces où les gens pourront se retrouver. Parce que quand il y a des grandes manifestations à la région, tout le public se retrouve le long de ce hall. Ça, c'est un des points sur lequel il a fallu travailler, aménager, qui finalement, l'architecte a trouvé après coup que c'était des idées intéressantes et que ça enrichissait plutôt son projet que de l'amoindrir, alors que sa première idée était la pureté architecturale. Ensuite, là, on a un espace à demi-niveau au-dessus, donc il y a l'escalier qui y accède. Alors lui, il avait mis le plan incliné ici. OK, il avait rajouté à la demande, bien sûr, mais on lui a dit, mais en plus,
Nous, on trouve que c'est encore trop fatigant pour certaines personnes, des personnes tétraplégiques, entre autres, ou fatiguées. Il faut donc qu'il y ait en plus un élévateur. Donc, on a remis un petit élévateur ici. Donc, on a l'escalier classique, qui a été retravaillé sur le plan des marches, etc., la visibilité des contre-marches, enfin, tout ce qui s'applique à un escalier. L'élévateur sur l'ensemble, sur lequel aussi il a fallu travailler, parce que les élévateurs classiques, même dits pour personnes handicapées, n'ont pas tous les critères que l'on veut, nous, au niveau finition, c'est-à-dire pour se tenir en équilibre dedans, etc., parce qu'ils sont surtout conçus pour des personnes en fauteuil, mais pas pour des personnes à l'équilibre précaire, qui, elles, ont besoin de se tenir en plus, etc. Et pour que les handicapés mentaux puissent le voir facilement, que les boutons soient bien superposés pour qu'on comprenne qu'on monte et qu'on descend, hein, alors que sinon on cherche sur quel bouton appuyer. Et on a bien sûr quand même maintenu la rampe, mais on a demandé qu'il y ait des mains courantes de part et d'autre, parce qu'au départ, bien sûr, l'architecte ne voulait pas mettre des mains courantes de part et d'autre des escaliers, parce que c'était pas beau. Il ne fallait pas dégrader les murs, etc. Donc tout ce genre de choses a été un discours et une discussion très très forte, sans compter les discussions comment ne pas se cogner sous l'escalier, tout ça, c'est pareil. Et puis vous avez ici un beau petit exemple, et je vais m'arrêter là-dessus pour vous laisser la parole. C'est un bassin d'eau. Hein, il y a comme ça 2 à 3 bassins dans la descente qui sont sur le plan incliné. Au départ, l'architecte voulait que ce soit très pur, c'est-à-dire que vous ayez le plan incliné sur lequel on marche, le fil d'eau dans sa continuité, dans une pureté de continuité. Voilà. Mais on l'a dit que c'était peut-être un peu dangereux quand même pour les usagers classiques. Les personnes aveugles, n'en parlons pas. Passer directement du ciment à l'eau, ça aurait pu les choquer un petit peu quand même. Donc on a demandé un minimum. C'est-à-dire on savait bien qu'on n'obtiendrait jamais de mettre une barrière pour passer, parce que c'était inconcevable pour lui de mettre une barrière autour de ça. Donc on a demandé qu'il y ait au moins un relevé de 10 cm au bord, pour que quelqu'un à la canne puisse le détecter facilement et que ça se voit un peu mieux, et puis qu'avant ça, on mette au sol des bèves, c'est-à-dire des bandes d'éveil de vigilance. Alors, bien sûr, pour que ce soit plus beau, on n'a pas mis des bandes en plastique collées, mais des clous plantés au sol et intégrés. Mais quand on nous a répondu, après avoir fait cette proposition, alors votre proposition sur le plan technique, OK, on a ce que vous nous avez donné, ça va, ça fonctionne, pas de problème. Sur le plan financier, ça va, ça passe dans les budgets, on l'intègre, pas de problème. Par contre, sur le plan architectural, ça n'est pas acceptable. C'est quand même pas beau de mettre ça en place. Donc il valait mieux rester sans. Donc là, il a fallu se battre, et grâce à la maîtrise d'ouvrage qui, entre-temps, a été quand même bien sensibilisée par l'affaire, on a quand même obtenu qu'on mette au minimum cette sécurité. Donc voilà, c'était une bagarre, des bagarres de ce type qui étaient en permanence. Petit élément aussi, vous voyez en travers, je ne sais pas, est-ce que je suis derrière le haut-parleur ? Vous avez des passerelles qui passent d'un espace à l'autre. Ces passerelles, dans la conception de l'architecte au départ, c'était des passerelles en métal et tout en verre. Aussi bien d'ailleurs le sol, dans la première proposition, aussi bien le sol que les côtés. Il ne faut pas oublier que certaines passerelles sont à 32 mètres de hauteur, je crois. 28. Bon. On a dit, mais quand même, les personnes qui ont un peu une certaine angoisse, mais même peut-être tout le monde risque d'avoir un peu le vertige de marcher comme ça sur un truc pareil. Donc on a assez vite obtenu que le sol soit en verre. Mais sur les côtés, ça voulait rester en verre absolument, ou mettre des grilles, mais des grilles transparentes qui créaient des effets de vertige importants. Donc on a fait faire des échantillons, on leur a même testé, on leur a montré, regardez, passez. On a fait passer des gens dessus, il y a des gens, ils n'osaient même pas passer. Et du coup, la passerelle, alors elle est renforcée avec des bandes lumineuses pour que les gens soient plus canalisés. On a trouvé un système de sérigraphie à mettre sur les verres qui font que du coup, on n'a plus cet effet de vertige. Alors qu'au départ, même en changeant la maille des grilles, en marchant, on se rendait compte que ça générait des effets de stromboscopie. Donc il a fallu arrêter aussi ce système-là. Donc ça a été dans des tas de détails comme ça que ce projet. Alors maintenant, c'est vrai, quand on regarde, on se dit, mais qu'est-ce qui a été fait ? Ça ne se voit pas. Et le problème, il est là. Hein. Je parle pour les concepteurs, pour les aménageurs. Il faut une certaine humilité. Hein, parce que quand on travaille comme ça et qu'on travaille sur l'architecture de l'invisible, le propre, c'est justement qu'après tout, ça ne se voit pas, mais ça se sent.
tenais à rassurer Régis malgré tout ce qu'il vient de dire. Donc, d'abord, on a réussi quand même finalement à avoir quand même un beau produit. Et puis bon, j'ai réussi quand même à prouver quand même qu'en 6 ans d'activité, on n'a pas rien fait, quoi. On a vraiment eu des avancées. Puis surtout, comme il y a une démarche participative qui va avec, et puis surtout un fort intérêt des élus sur ce genre de démarche, effectivement, on voit bien qu'il y a eu des étapes. On voit bien que dans la mentalité, donc déjà, il y a des avancées. On voit bien que dans la perception d'usage, les qualités annoncées qui, au départ, pouvaient paraître un peu absconses ou inutiles, sont perçues comme des réels avantages. Et donc, effectivement, donc, tout l'intérêt se retrouve à la sortie. Et bien sûr, il est question de faire évoluer tout ça au fur et à mesure que la demande donc, se profilera. Alors, je ne sais pas si déjà, à ce stade de la présentation, s'il y avait des questions, peut-être. On peut faire circuler un micro. Est-ce que vous avez envie de poser des questions à M. Herbin ou Viannès ? Je crois que c'est ce que tu as expliqué, Régis, mais je me demandais s'il y avait une réelle volonté du maître d'ouvrage, au départ, au moment de la conception du projet, d'aller au-delà de la simple réglementation accessibilité et de pousser vers la bonne pratique en faisant un lieu qui est réellement accessible à tous, ou si c'est simplement en travaillant avec l'architecte qu'on a réalisé que peut-être on pouvait pousser un petit peu plus loin et que finalement vous avez été convaincu vous et que du coup c'est retourné vers l'architecte. Parce que c'est toujours le problème, je trouve, avec la réglementation, c'est un minimum et qu'il n'y a rien qui oblige les concepteurs à aller au-delà de ce minimum. Donc très souvent ça doit venir de la maîtrise d'ouvrage. Voilà. Oui, alors, je vais laisser répondre Gilbert Viannès parce que c'est une question directement pour lui. Mais je vais lui compléter la question par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, au départ, alors je précise que notre mission on n'était pas embauchés dans cette affaire par la maîtrise d'ouvrage. Ce n'est pas Gilbert Viannès qui nous embauchait, c'était un autre service de la région qui, eux, s'occupe de formation et de qualité de vie des usagers dans la région. Hein. Donc, on avait comme mission aussi de former Monsieur Viannès à cette approche. Donc je trouve ça intéressant si vous pouvez en plus compléter, voir comment l'évolution qui s'est faite dans l'ensemble. Parce que les élus, eux, étaient conscients, enfin les élus, en particulier Mario-Dil Novelli dont parlait M. Viannès tout à l'heure, elle était très consciente, puisqu'on développait déjà tout ce processus de haute qualité d'usage, pas aussi concrètement puisqu'on n'avait pas le sujet direct, mais était déjà conscient que ça allait au-delà de la législation, en tous les cas. C'est d'ailleurs pas parce que ça allait au-delà de la législation que ça coûtait plus cher, d'ailleurs. Hein. Bien. Non, mais c'est vrai que, bon, déjà, simplement repréciser au niveau du cadrage politique, effectivement, donc les élus, pour avoir adopté donc un plan régional pour l'égalité des chances, déjà, avaient une sensibilité, déjà, peut-être pas unanime, mais en tout cas très largement majoritaire. Donc ça, pour nous, ça compte énormément, parce que finalement, en tant qu'administration et représentants d'une administration, nous sommes au service d'élus, on ne peut pas leur vendre quelque chose sur lequel il n'est pas une idée, une envie, quoi que ce soit. Ensuite, sur l'aspect personnel, hein, donc il se trouve, bon, est-ce que c'est le hasard qui a bien fait les choses ou est-ce que c'est une ouverture d'esprit simple et pure et simple? L'idée est qu'en 85, j'avais déjà travaillé donc, sur des questions de handicap. Je voyais bien que les problématiques qu'on exposait sur le fondement de la loi de 75, donc en 85, n'avaient pas avancé d'un iota en termes constructifs. Donc ça, c'était très clair. Et je me suis aperçu très rapidement, ce que je n'avais pas vu venir hein, d'ailleurs, parce que quand je suis arrivé, moi, sur le projet Région, en 2006, le programme était déjà rédigé, l'architecte était sur le point de se choisir, et je dirais que les conditions même d'exécution donc d'une accessibilité la plus large possible n'étaient pas spécifiées plus que ça dans le programme. Donc du coup, quand je suis arrivé, j'ai été rapidement rattrapé par M. Rongione, donc nous avons croisé en tout début donc, sur son interview, et donc effectivement qui m'a dit, mais est-ce que tu es volontaire pour accompagner ça sur ce sujet, donc puisqu'on va lancer un plan d'égalité qui n'était même pas encore voté, est-ce que tu veux bien faire précurseur, puisque finalement ce siège qui est notre tête de décision, ça devrait peut-être quand même être intéressant qu'il soit symbolique et significatif par rapport à ce qu'on va faire derrière et à tout ce qu'on va faire autour, quoi. Donc moi, ma réponse a été tout de suite oui, ça c'était très clair, parce que je savais très bien qu'on pouvait aller de l'avant et qu'il y avait encore à faire là dans ce sujet. Et j'ai pu voir d'ailleurs par la suite tout l'intérêt qu'il y avait à accompagner ça, cette démarche de qualité, en qualité d'usage et avec un prestataire. Pourquoi ? Parce que finalement on a rencontré, comme on a pu vous le signaler, beaucoup de résistance.
hein, beaucoup de résistance, donc se limiter au strict minimum, mais à quoi ça va servir et pourquoi, mais qu'est-ce que vous m'embêtez, etc. On a eu des heures, mais des dizaines, voire peut-être même des centaines d'heures de débat pour pouvoir arriver à pousser des points tous différents, hein, mais il y a eu, je vois rien que sur la démarche haute qualité d'usage, donc qui va au-delà hein, de la simple application de la réglementation, donc sur le nouveau siège. Ce sont 104 points qui ont été examinés en détail comme étant défaillants dans le cadre d'une conception normale et ordinaire. Donc du coup, il a fallu déjà donc, les travailler avec chacun des concepteurs, puisque là on était avant la phase travaux, et puis donc ensuite les décliner. Donc on en a retenu donc, sur les 104 qui ont été décriés à la suite de l'analyse qu'on avait faite CRIDEV, on en a retenu 86. Enfin, l'écart, ce sont des choses qui étaient trop discutables ou pas spécialement avérées comme étant difficiles ou quoi que ce soit, donc qui ne posaient pas de problème particulier en général. Par contre, sur les 86 points donc, qui ont été retenus au final, donc, le suivi de l'AMU hein, donc, que nous avions eu tout au long de cette démarche donc, a été de mettre l'accent sur la qualité de conception, bien sûr, ensuite sur la qualité de prescription, ensuite sur la qualité de réalisation, et ensuite donc, sur toute la supervision qu'on en avait nous. Donc effectivement, moi pour ça, il fallait que j'ai un minimum d'éveil et de formation sur le sujet. Donc je ne sais plus si j'avais eu de toute façon droit à des sessions qui ont été faites donc, à l'égard de nos référents et à l'égard des constructeurs. Donc j'ai pu suivre un peu différentes sessions qui ont été faites et effectivement donc, aller adhérer vers une question de qualité d'usage. Donc pour nous, quel est l'avantage par rapport à une politique, on va dire stricto sensu d'accessibilité? C'est simplement de dire, qu'on place vraiment l'usager au cœur de la conception de la chose. Et pas du tout se dire on fait un immeuble, on fait un contenant et après on va placer des gens dedans comme on peut. Donc aujourd'hui, ce qui nous reste à faire dans le processus, je dirais, c'est tous les protocoles. C'est-à-dire, je m'en ouvrais tout à l'heure, donc un référent là, du stand SNCF hein, sur l'accessibilité dans les gares. Et donc effectivement, nous aujourd'hui, il nous reste encore quelques petites démarches à faire vis-à-vis de notre personnel. Pour dire voilà, il y a une personne qui a une difficulté particulière, qui arrive, qui a un besoin, qui a une envie à exprimer. Pour aller quelque part donc, dans ce bâtiment, pour voir quelqu'un, pour faire quelque chose. Donc à ce moment-là, donc, tout ça doit être prévu. On ne doit pas mettre quelqu'un dans une impasse. Donc il faut que toutes les différences soient perçues comme étant possibles, comme étant à accueillir. Et à partir de là, je pense que la boucle sera quasiment bouclée entre haute qualité d'usage et haute qualité de service. Bon, la qualité environnementale, c'était un vrai sujet aussi. Donc bon, il y a sûrement eu des interférences effectives. Mais par contre, effectivement... Donc nous aujourd'hui, livrer un bâtiment qui fonctionne pour tous et qui soit un lieu de rassemblement pour beaucoup de monde, c'était le but premier des élus. Et je pense que les élus aujourd'hui sont particulièrement ravis parce qu'ils peuvent vraiment faire des démarches, aller de l'avant et continuer à progresser. Et ça vous donne des idées pour d'autres établissements de la région ? Alors la politique régionale, justement dans l'axe une maîtrise d'ouvrage exemplaire, donc effectivement, on se retrouve comme étant aménageur ou bâtisseur de pas mal de surfaces. Hein, il y a 4,3 millions de mètres carrés de lycées déjà. On a des gares qui progressivement donc, sont déléguées, on va dire, aux usages régions, puisque pour l'instant nous sommes autorité organisatrice. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on possède les gares. Et donc il y a tout un travail qui se fait également. Donc il y a un plan pluriannuel d'intervention dans les gares qui a été lancé déjà en 2008. Et puis il y a également donc un plan pluriannuel d'intervention pour les lycées qui est en cours d'élaboration et qui va se faire dans les mois qui viennent, de manière à pouvoir justement accompagner les autres processus. Il y a également donc un processus donc de rédaction d'un cahier des charges, donc d'aide immobilière, hein, quand on veut travailler sur une accessibilité, au même titre que des personnes qui font des aménagements de type environnemental, donc puissent avoir donc des aides à l'équipement, des aides à l'isolation, etc., etc. Donc il y a tout un programme également donc, qui est en cours de rédaction pour pouvoir faciliter donc, les investissements en matière d'accessibilité, donc soit quand il s'agit de logement social, soit même éventuellement de logement collectif, quoi. Donc, mais globalement, je dirais que c'est une expérience. Moi, en termes de ressenti personnel, hein, en tant que maître d'ouvrage, je pense vraiment qu'on a franchi un cap, puisqu'aujourd'hui, si vous voulez, on n'est plus sur la vision technocratique et technicienne de la délivrance d'un ouvrage qui doit toutes ses performances, etc. On est également donc, dans son bouclage avec un perçu et avec un vécu qui va autour, quoi. Et ça, c'est quand même un grand pas, je trouve, au niveau de la construction. C'est gentil. Merci.
Je voulais évoquer la question de la définition du service avant même la question de l'agencement de l'espace lui-même, parce que j'imagine que vous avez réfléchi à l'accueil du public dans cet environnement, et je voulais savoir si vous l'aviez bien défini avant même le projet du bâti. Pas entièrement, pour des raisons très simples. C'est que d'abord la région a fortement évolué en termes de type de service depuis le moment où on a décidé donc de s'installer en ville et le moment où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que très concrètement, déjà la région était... peut-être que c'est encore pour le cas pour certaines régions, puisqu'il y en a 26 en tout, est éminemment centralisée. C'est-à-dire que bon, il y a d'un côté l'administration dans les lycées, les personnels et ouvriers de service, et effectivement, donc on a effectivement, pour l'instant, on avait une démarche assez centrale. Il s'est révélé que pendant le temps 2006-2011, on a une décision de territorialisation qui s'est faite, de déconcentration des services régionaux vis-à-vis du public dans les départements. Donc pour diminuer les distances, un peu les démarches qu'on a vues en 1789, mais donc de faciliter l'accès des services régionaux donc auprès de l'usager. Donc ça s'est caractérisé par des espaces Rhône-Alpes, ce qu'on appelle nous grossièrement des ERA. Et donc ces 8 espaces se sont donc retrouvés installés un peu à la va-vite, etc., etc. Donc il faut également donc décliner, et ça a été engagé donc avec l'espace Drôme, ça va se continuer avec l'espace Ardèche, exactement. Donc il va y avoir également donc la Haute-Savoie, etc. Donc tout ça petit à petit va être reconquis pour être totalement conforme aux notions de qualité d'usage qu'on pouvait attendre donc d'un schéma d'accueil. C'est vrai que c'est pas forcément facile parce que autant l'espace Rhône-Alpes central, Lyon reçoit une foule de gens. Je citerai rien que l'espace d'exposition qui a été créé, qui est la partie surélevée qu'on aperçoit sur le centre de la photo, qu'on avait tout à l'heure. C'est plus la même photo. Pardon. Donc l'espace d'exposition légèrement surélevé à lui-même a reçu plus de 26 000 visiteurs depuis l'ouverture. Donc c'est vrai que c'est une toute autre échelle. Mais par contre, effectivement, donc, petit à petit, il y a une reconquête. Et puis d'autre part, donc ces espaces Rhône-Alpes n'existant pas initialement ou étant très lacunaires ou très, en tout cas, émergents, le personnel qui avait à accueillir les gens dedans n'avait pas encore une parfaite définition de ses missions, n'avait pas encore une parfaite connaissance du public qu'elle allait devoir accueillir. Et ça se discute encore aujourd'hui, parce que, bon, je ne sais pas quelle est votre fonction, etc. Mais d'un autre côté, donc, nous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas, par exemple, si on va mettre une majorité de gens dédiés à une activité territoriale, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément un rapport au public, mais qui ont une proximité pour aller voir les collectivités référentes et les lieux où ils doivent aller travailler, ou s'il s'agit plus spécialement d'un accueil. Sachant que beaucoup de services aujourd'hui, il y a peu de services aujourd'hui régionaux qui sont des accueils directs au public, comme le font une mairie, les services sociaux de département, etc. Mais globalement, il y a aujourd'hui un portage qui se fait pour ça. Et ça se réfléchit, ça se mature, parce que c'était pas né à l'époque. On a juste le temps pour une dernière question. Peut-être en complément quand même sur le problème d'accueil. Alors là, il y a les accueils généraux à la région en tant que tel, en tant que service qui étaient donnés. Mais par rapport à la fonction qui a été décrite, c'est comment les gens sont accueillis. Les enjeux, c'est bien de prendre en compte tous les types de personnes, etc. Et aujourd'hui, il est aussi question de passer à des formations spécifiques pour que les gens qui sont à l'accueil sachent quelque part avoir la vigilance suffisante pour détecter les problématiques des gens qui arrivent. Il n'est pas question de dire aux gens vous nous dites si vous êtes handicapé, visuel, machin, quoi que ce soit. C'est-à-dire que les gens doivent avoir une formation suffisante et une façon d'approcher pour qu'ils détectent à l'avance et qu'ils puissent savoir s'il y a besoin de compléter. Est-ce qu'il faut accompagner cette personne, jusqu'où, etc. Et tout. Et il y a tout un système qu'on est en train de mettre en place en ce moment seulement, puisque on est dans la phase d'appropriation, et en même temps, on est en train de faire tout un complément de signalétique, en particulier ce qu'on appelle la signalétique multisensorielle, dont le principe est qu'à partir de l'accueil, chacun puisse trouver son chemin dans l'établissement, quelle que soit sa difficulté. L'objet étant même dans la commande presque de dire que quelqu'un arrive à l'accueil, vous lui donnez une information pour s'orienter dans le bâtiment, 30 secondes après, il a oublié ce qu'on lui a dit.
mais il doit continuer à pouvoir s'orienter malgré tout. Donc on met en place des systèmes de passe. Donc, rapidement, on peut voir. Le principe est ça, c'est-à-dire on travaille pour que chacun puisse converger de l'ensemble des départements et tous les moyens de transport pour arriver à l'hôtel de région, donc de faire en sorte que les gens trouvent très facilement cette convergence vers l'accueil du bâtiment. C'est pas négligeable parce que cette incidence avec l'extérieur est importante aussi. Par exemple, d'utiliser les mêmes références de mots par rapport au choix qu'on fait dans l'orientation. Parce qu'il y a l'aile Perrache parce qu'elle est du côté de la gare de Perrache, l'aile de la Saône, etc., et du Rhône, qui permet de se repérer par rapport à la géographie globale. Puis ensuite, à l'intérieur du bâtiment, comment on va se dispatcher dans le bâtiment. Donc, pour ça, quand je vous parle qu'il y a une carte passe, c'est-à-dire qu'un usager arrive, il doit aller quelque part, on lui donne une carte sur laquelle il y a des symboles. Avec ce symbole, vous trouvez ensuite tout un balisage qui est à la fois visuel, à la fois auditif et à la fois tactile. On va retrouver des plans sensoriels, des tables d'orientation, bon, là ça va être des cartels braille dans le fournisseur qui a répondu, mais ce qu'on appelle nous des bornes multisensorielles, à chaque fois qu'on arrive à l'étage, c'est-à-dire il y a une continuité. Même la personne aveugle, seule, peut arriver à destination avec un repère. Et quand elle arrive sur la porte à la fin, elle trouve sur la porte, en braille et en relief le symbole qu'elle retrouve sur sa carte, puisque pour les personnes aveugles, on leur donne des cartes en relief. Et cette carte même se passe au dos. On va trouver ce qu'on appelle un QR code, qui fait que les gens qui ont des smartphones, par exemple, vont pouvoir prendre ce QR code et transformer leur téléphone en audio guide à l'intérieur du bâtiment. Alors là, on est, par rapport aux nouvelles technologies, on n'a pas encore conçu ce qui va être mis dans l'audio guide, mais on a mis la technologie qui va le permettre, et ça va être des développements. Mais en matière de nouvelles technologies, ça évolue tellement vite que là, je ne peux pas vous dire ce qui va être en place exactement dans 2-3 ans, parce que je sais que ça va évoluer et changer très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux intervenants et à vous d'avoir participé. Et puis, je vous dis à demain pour la deuxième journée d'Urbaccess. Bien, merci de votre participation également. Au revoir.